pièce maîtresse des banquets antiques, le kilix est une coupe à boire. La scène qu'il nous livre représente un homme allongé. Il tient du bout de ses doigts un kilix. Il joue au kotabos. Ce jeu d'adresse consistait à projeter dans un geste précis et élégant les dernières gouttes de vin présentes dans sa coupe, dans un autre récipient, tout en formulant le nom de l'être convoité. Si la goutte atteignait sa cible, la soirée pouvait alors prendre une autre tournure. Même si aujourd'hui le kilix et le jeu du kotabos n'existent plus, vin et jeu font toujours bon ménage. Le jeu, c'est la façon dont on apprend le monde quand on est enfant. Le jeu, c'est une façon de se mettre dans un rôle pour apprendre quelque chose de nouveau. Le jeu, c'est ce qui permet de se comparer aux autres, d'apprendre aussi avec les autres, de respecter les règles, donc de se contenir. Dans le jeu, il y a toujours des règles qu'il faut respecter. Ça permet aussi d'être dans la compétition, d'avoir le plaisir de triompher. Mais ça permet surtout d'apprendre. Quand on est avec des amis, quand on joue, quand on boit ensemble, on additionne les plaisirs. Et il y a un effet euphorisant à tout ça. On peut trouver beaucoup de plaisir à jouer en buvant, effectivement. Le problème, c'est toujours l'excès, c'est-à-dire que les personnes qui sont par exemple addictes au jeu, il faudrait éviter de les faire boire. Parce que, évidemment, comme c'est désinhibant, il n'y a plus de limites. Si on supprime les limites, le jeu qui normalement est festif devient un jeu qui va être dangereux. Ce que certaines sources semblent éclairer pour le début du XXe siècle, c'est que le jeu qui implique le vin ou l'alcool, en général, est un jeu quand il est surconsommation. Il est sans doute destiné à faciliter, en pensée du moins, l'expression des timides, la quête de la révélation, la quête de qui es-tu véritablement, que peux-tu faire véritablement. Et c'est sans doute dans ce contexte que se situent des jeux dans lesquels on joue et la pénalité consiste à perdre encore un peu plus de ses moyens en devant boire encore un peu plus, ce qui est la double peine. Parce que celui qui perd boit, celui qui boit perd, celui qui perd à nouveau doit reboire. Et ainsi, il démontre ses capacités de résistance aux yeux du groupe auquel il appartient. Ce que le jeu d'alcool ou le jeu de vin laissait entendre, c'est que vous alliez rire de celui qui serait le plus aviné. Le tout étant de savoir qui serait le moins aviné. Donc il y a aussi au départ l'idée de passer un bon moment à rire les uns des autres, y compris si ça tourne mal, parce que l'alcool ne rend pas tout le monde heureux, et que certains pouvaient avoir un ressenti de honte ou de fureur qui faisait terminer la partie loin du projet initial.
peut partir du jeu pour comprendre le vin. Et ça, c'est ce que j'essaye de faire dans mes activités, c'est que le jeu permet d'apprendre davantage. Voilà. Après, il y a 1000 manières d'aborder le vin par le jeu, hein. On peut jouer avec des arômes, des parfums, reconnaître les parfums, les familles d'arômes qui correspondent à certains cépages ou à certains environnements ou à certains stades de la vie du vin. Donc expliquer tout cela à travers le jeu des arômes où les gens se prêtent facilement à reconnaître le fruit, la fleur qui se cache derrière un parfum. On peut mieux comprendre aussi la dégustation, les tanins par exemple, c'est un mot que tout le monde connaît mais qui est difficile parfois à expliquer. Donc à travers là encore des vins plus ou moins tanniques, s'amuser à l'aveugle, à reconnaître le vin et débattre là-dessus, échanger là-dessus. C'est pour ça aussi que les jeux d'équipe sont très formateurs, parce que les gens échangent, mettent un vocabulaire, utilisent des mots qui sont globalement très formateurs et donc qui permettent d'apprendre, de mieux connaître. Et tout cela, une fois de plus, en s'amusant, donc par le divertissement. C'est vraiment une conception nouvelle, je crois. Pas de jouer autour du vin, parce que ça s'est peut-être toujours fait, mais de créer un escape game qui permet à la fois de mieux comprendre le terroir de Corse, la diversité géologique, d'aborder la dégustation par ces 3 phases, l'œil, le nez et la bouche, reconnaître des vins à l'aveugle. C'est, je crois, quelque chose d'unique et qui sans précédent. Pour ma part, je pense que le vin est plus un univers ludique que sérieux, bien qu'on le prenne au sérieux. Donc le vin est déjà un jeu en soi. C'est déjà un jeu en soi. D'abord parce que quand on aime le vin et qu'on a envie de découvrir son univers, on apprend en s'amusant. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que le vin, voilà, quand on est vigneron, quand on est caviste, quand on parle du vin, on ne sauve pas des vies, quoi. On est dans un univers de plaisir, de gastronomie. Alors le plaisir, le jeu, il y a des ponts qui peuvent être assez évidents à faire. Après, est-ce qu'il accompagne le quotidien dans les moments festifs? Ben, forcément. Le champagne en tant que vin de célébration, le petit ballon sur un comptoir, dans un troquet, la partie de cartes, oui. Le vin, c'est quelque chose qui aujourd'hui qui est un élément et un aliment du quotidien, mais de tous les quotidiens. Regardez l'Antiquité avec ses coupes ouvragées sur lesquelles vous voyez des banquets avec des jeux qui se déroulent et la consommation des vins. Regardez ce qu'étaient les cabarets anciens. Regardez comment dans les cafés du début XXe siècle, les jeux de dés étaient accompagnés de la consommation d'un petit verre de vin. Regardez le rôle du verre de vin dans le moment de repos, de la sociabilité d'un bar de campagne des années 1950. Et vous avez tout compris, parce que le vin pose les personnes pour un moment de discussion. Donc le vin, il a cette fonction d'entrer dans la rupture du temps et il accompagne souvent des moments de détente. Et à l'extrême, il devient jeu d'apprentissage, rite d'initiation, rite de passage. Et c'est là où cela peut produire les pires effets. Mais il faut encore, au-delà des jugements, je ne suis pas juge, je ne peux que constater que je ne connais aucune époque qui n'ait engendré
de tels jeux. Donc c'est sans doute inscrit dans le fonctionnement profond de nos sociétés. Surprise!